Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons maintenant voir une introduction à l'électromagnétisme. Nous allons donner une introduction courte, parce que ce n'est pas vraiment l'objet du cours. Donc, elle sera assez directe, et on ne justifiera pas les résultats. Étant entendu que tout cela découle de nombreuses expériences qui ont été réalisées au XVIIIe et au XIXe siècle, pour dégager toutes les propriétés de l'électricité et du magnétisme. Donc, on trouve dans la nature des charges électriques notées plus et moins, qui se manifestent par leurs diverses propriétés. Par exemple, les charges de même nature se repoussent, les charges de signe opposé s'attirent. Et lorsqu'elles sont en mouvement, cela donne un courant électrique. Lorsque l'on a des charges qui sont réparties dans un milieu quelconque, qui portent une charge d'électricité statique par exemple, on peut les représenter par un champ ρ de x, donc qui donne une quantité de charge par unité de volume en chaque point du milieu, d'où le terme de densité. Les charges elles-mêmes se mesurent en coulombs, que l'on note C, grand C, et donc la densité de charge, c'est un certain nombre de coulombs par unité de volume, par mètre cube. Lorsqu'elles sont en mouvement, on a donc un courant, et en chaque point, on a un courant que l'on note J de X. Alors, c'est donc une densité également, une densité de courant en chaque point. C'est un vecteur parce que il a une certaine intensité et une direction en chaque point. Donc, c'est un champ vectoriel. Le courant se note en ampères, qui correspond à des coulombs par seconde. C'est le nombre de charges qui passent à chaque seconde. Et donc la densité de courant, c'est en ampères par mètre cube. On constate que les charges génèrent un champ électrique. Donc si on a une charge d'électricité positive, on a un champ électrique qui se propage dans toutes les directions. Et pour une charge négative, bien sûr, le champ électrique va dans l'autre sens, c'est un champ orienté. Et donc, en chaque point, à nouveau, on peut le représenter par un champ vectoriel que l'on note E de X, X c'est pour le point bien entendu, E pour champ électrique, et qui se mesure en volts par mètre. De même, on constate que les courants électriques produisent des champs magnétiques. Ainsi, un courant vertical crée un champ magnétique qui forme des lignes circulaires autour du fil électrique, par exemple, et ce champ magnétique est également vectoriel. C'est donc un champ vectoriel H de X en chaque point, et qui se mesure en ampères fois mètre. Notons que si l'on suit tous les petits vecteurs alignés, on obtient ces lignes que l'on appelle des lignes de champ. Les lignes de champ sont souvent bien pratiques pour représenter le champ électrique ou magnétique. Leur seul défaut, c'est qu'ils montrent les orientations et le sens des lignes de champ, des champs, mais ne notent pas leur intensité, la grandeur du champ électrique ou du champ magnétique en chaque point. Considérons maintenant un milieu matériel, une substance quelconque, qui est soumise à un champ électrique et à un champ magnétique. On constate que dans le milieu matériel, ces champs sont altérés, ils sont modifiés.
Par exemple, le champ électrique induit ce qu'on appelle une polarisation, à ne pas confondre avec la polarisation de la lumière. Malheureusement, c'est le même terme. C'est-à-dire que le champ électrique provoque un déplacement des charges électriques qui sont au sein du matériau. Le champ électrique agit sur les charges électriques. Et ces charges électriques, une fois déplacées, créent elles-mêmes un champ électrique appelé polarisation P, ou P de X, plus exactement, qui est également un champ vectoriel, et qui s'oppose au champ électrique. Le fait que ça s'oppose systématiquement, est appelé loi de Lenz, d'ailleurs. La somme des deux donne ce qu'on appelle le champ d'induction électrique ou courant de déplacement. Ce terme est historique, il vient de Maxwell et vient du fait qu'il y a un tel déplacement des charges électriques. Donc, on le note D, champ vectoriel, qui est égal à E plus P, qui est donc ensemble le champ induit à l'intérieur du matériau. Plus exactement, on doit mettre un facteur epsilon 0 ici, appelé permittivité du vide. Il est dû simplement au fait que les unités ne sont pas les mêmes pour les inductions et courants de déplacement, pour la polarisation de courant de déplacement et pour le champ électrique. Donc il est dû simplement aux unités. On note aussi D égale epsilon E, epsilon étant la permittivité du matériau, ou epsilon R fois epsilon 0 fois E. Epsilon R étant appelé permittivité relative du matériau. Dans le vide, il n'y a pas de matériau, donc epsilon R vaut 1. Notons que, en général, ce n'est pas tout à fait une relation multiplicative. Ceci est dû à la structure des matériaux, structure qui est souvent une structure cristalline, et donc les charges électriques se déplacent, mais étant contraintes par les positions et orientations des atomes et des molécules dans le matériau, ils ne se produisent pas tout à fait dans l'alignement du champ électrique. Ce qui fait que le vecteur polarisation n'est pas tout à fait aligné avec le champ électrique. Dans ce cas-là, la permittivité ici prend en fait une forme dite de tenseur qui transforme un vecteur en modifiant sa grandeur mais également son orientation. On n'entrera pas dans ces complications ici. De même, le champ magnétique provoque une orientation des petits dipôles magnétiques qui seraient dans le matériau ou des courants induits qui vont eux-mêmes produire des champs magnétiques. Et donc on a un champ magnétique en retour appelé aimantation, noté M. Et le total produit une induction magnétique, donc l'aimantation plus le champ magnétique, produit ce qu'on appelle l'induction magnétique, noté B, et qui se mesure typiquement en Tesla. Vous avez peut-être déjà entendu parler, quand on parle d'un aimant qui génère une induction magnétique ou un champ magnétique, parfois le terme est un peu abusif, on dit champ magnétique pour induction magnétique, et on donne son champ magnétique en Tesla. Peut-être lors de documentaires, par exemple, lorsqu'on parle des énormément utilisés dans les accélérateurs de particules, on nous dit, voilà, c'est un aimant extrêmement puissant qui produit un champ magnétique de 30 Tesla, par exemple. Et donc, on a B égale H plus M. À nouveau, l'aimantation se mesure en ampères-mètres, mais ça c'est en Tesla, donc c'est pas les mêmes unités. Il faut un mu0, ici il y en a deux, à cause du choix des unités, et est appelé perméabilité du vide. Et à nouveau, on note B égale mu H, mu perméabilité du matériau, ou mu R, mu 0 H, mu R étant la perméabilité relative. Voilà, donc ça vous donne les différentes grandeurs qu'on rencontre en électromagnétisme. Les densités de charge, densité de courant, champ électrique et magnétique,
polarisation et aimantation, courant de déplacement, induction magnétique, et les différentes relations. Alors bien sûr, tous ces champs ne sont pas indépendants les uns des autres. Par exemple, la charge électrique produit un champ électrique, donc il doit y avoir une relation entre ρ et E. De même, le courant produit un champ magnétique, donc il doit y avoir une relation entre le courant J et H. De plus, champ électrique et magnétique ne sont pas indépendants. Ainsi, si on a un champ électrique pur, une charge électrique immobile, qui produit un champ électrique, pour un observateur en mouvement, l'observateur en mouvement, lui, voit la charge électrique se déplacer par rapport à lui, donc, auquel correspond donc un courant, et donc un champ magnétique. Donc pour l'observateur en mouvement, il y a le champ électrique et un champ magnétique, qui n'était pas vu pour l'observateur où la charge est immobile. Donc de toute évidence, champ électrique et champ magnétique sont liés. Ce sont deux aspects d'une même chose. Et ça, ce sont les relations entre champs qui vont nous conduire aux équations de Maxwell et que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.